demander d'abord d'accueillir Stéphanie Florentin. Qui est la fondatrice d'une agence que vous connaissez. Vous connaissez peut-être pas Stéphanie, mais a priori, vous connaissez sa marque, son entreprise, c'est Edgar People. Voilà. Alors, je vous la présente effectivement parce qu'elle n'est pas sur le programme, parce qu'on a fait ça. Désolé Stéphanie, c'était parti à l'impression. Voilà. Et c'est très intéressant. Vous êtes combien aujourd'hui, Stéphanie ? Nous sommes 10. Vous êtes 10. Donc, on a d'un côté, effectivement, une petite boîte dont vous avez presque tous entendu parler, qui fait du recrutement de profils digitaux et qui attaque donc, je fais court, du DRH. Voilà. Et de l'autre côté, je vais vous demander d'applaudir Koussé Vaneke. Vanek. Excuse-moi. Et là, on n'est plus sur une petite entreprise. Enfin, ils sont un peu 30 000 personnes. Voilà. Et Koussé, effectivement, est directrice marketing dans cette entreprise qui s'appelle Webhelp. Vous en avez aussi probablement entendu parler. Et qui fait du BPO, externalisation de l'expérience client. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que ça veut dire. Mais... Originellement, un métier de centre de contact. D'accord, ben là c'est plus clair. Voilà. Un profil aussi super intéressant puisque Koussé avait auparavant travaillé dans le monde du B2C, chez Pernod et chez Danone. Et chez Danone. Ok, très bien. On va commencer. Moi, j'avais une question à vous poser. Donc, on va d'abord essayer de comprendre un peu qui vous attaquez. Parce que si on parle de provoquer, on se dit toujours, est-ce que mon persona, j'ai le droit de le provoquer ou pas, mon type d'acheteur. Stéphanie, est-ce que tu peux nous parler des personnes que vous attaquez et surtout les types de décideurs que vous attaquez, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Qu'est-ce qui les rend faciles ou difficiles, par exemple ? Donc, bonsoir à tous. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que nous, donc on n'a pas 3 ans, donc on se cherche encore. Je pense qu'on s'est à peu près trouvé, mais on a pas mal oscillé. Tout ça pour dire que nos cibles, ce sont des patrons de start-up, ce sont des DRH ou des décideurs dans des grandes entreprises, mais ce sont aussi des talents du digital. Donc, il y en a des plus ou moins faciles à capter. C'est pas forcément celles qu'on croit. Je dirais que les talents, c'est finalement les plus difficiles à capter parce qu'ils sont sursollicités. Ils n'ont pas besoin de nous. On est arrivé, il y avait déjà beaucoup de très bons cabinets sur la place. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse à une communication pertinente pour pouvoir les adresser et puis surtout les engager. Ok, très bien. Koussé, peut-être de ton côté, les personnes que tu attaques et ce qui les rend faciles ou difficiles ? Oui, en fait, moi, de mon côté, ma complexité, c'est vraiment la variété de notre offre de service. Ça veut dire que nous, on s'adresse, sur notre métier traditionnel de service client, on s'adresse à une cible de directeur de la relation client, mais on a plein d'offres récentes sur la veille et réputation, sur la gestion des paiements, sur la modération. Et donc là, on va s'adresser à des directeurs marketing, à des directeurs commerciaux, à des directeurs financiers. Et donc, en fait, moi, mon enjeu au marketing, c'est de se dire, finalement, comment est-ce que j'ai une approche fine de ces personas, et donc je m'appuie évidemment sur les équipes qui sont en charge de l'offre pour travailler en atelier et donc pour vraiment avoir une approche fine de ces différents personas. Parce que là, c'est le grand écart quand même, directeurs commerciaux jusqu'aux directeurs financiers, c'est vraiment des mentalités, des psychologies totalement différentes ? Totalement différentes, et donc on s'appuie vraiment sur ceux qui les connaissent dans l'entreprise pour travailler sur leurs freins et motivations, et donc pour arriver à avoir des campagnes qui leur parlent réellement. Et est-ce que tu sens une vraie concurrence de l'attention pour attirer justement leur curiosité ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui leur parle sur ton type de proposition de valeur ? Oui, alors moi j'ai déjà, donc la première concurrence que j'ai, elle est interne, parce que justement on a produit plus de 100 contenus par an et il y a beaucoup de contenus qui concernent par exemple une cible. Donc en fait, il faut déjà bien orchestrer en interne. Mais évidemment, enfin, je suis d'accord, l'enjeu, il est surtout externe. C'est comment je capte l'attention et comment j'arrive à m'adresser à eux. Et en fait, c'est que j'ai un peu changé de philosophie au fur et à mesure. Ça veut dire que il y a
pas si longtemps, j'ai travaillé en fait une charte rédactionnelle avec mon homologue de notre filiale au Royaume-Uni. Donc, alors, la petite charte rédactionnelle, elle faisait 20 pages quand même. Et on s'est retrouvé quand même avec des contenus. Au final, on avait voilà, les 5 facteurs clés de succès d'un bon service client, les 5 bonnes raisons de faire de la modération, les 7 je sais pas quoi. Donc en fait, au final, on arrive à quelque chose qui est finalement uniforme, ennuyeux. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Et donc très récemment, par exemple, ce que j'ai mis en place, très récemment, depuis 1 an, c'est que de temps en temps, on fait écrire du contenu par des journalistes de notre secteur qui ont une vraie patte. C'est-à-dire que là, quand je les briefe sur ce qu'on a envie d'avoir comme contenu, je leur dis pas notre charte rédactionnelle, c'est ça. Je les laisse faire de l'humour, je les laisse écrire. Alors, et on a des résultats avec ce type de contenu qui ils sont 5 fois plus partagés que les contenus que nous on rédige avec des freelances. C'était ton indicateur quand tu dis ils étaient ennuyeux, c'est ça? C'est ce que tu as utilisé comme terme? Les contenus qui étaient produits avant, ils étaient ennuyeux? Oui, on arrive à une uniformité qui est que c'est ennuyeux, et puis ça se ressent dans le partage, parce que dès qu'on sort du cadre, effectivement, les contenus ils sont plus partagés. Alors ça a l'air facile en même temps de se dire il suffit de confier à d'autres gens, de créer une autre patte, mais en interne, en fait, ça crée un vrai inconfort. Ça veut dire qu'au moment de vérifier ces contenus pour les publier, en interne, on a envie de corriger, on est gêné, on trouve que c'est simpliste, et donc ça demande un vrai effort de sortir de quelque chose qui est formaté, qu'on a l'habitude de faire, et on se sent à l'aise. C'est un peu ce que disait Gilles déjà en début de journée, quoi. On cherche à formater, on est fabriqué pour ça, pour essayer de formater le message. On a beau se dire qu'on est différent, en fait, on est comme tout le monde, donc dès qu'on a un contenu différent, on a envie de le remettre dans le cadre. Ouais. Stéphanie, toi, effectivement, vous avez une communication qui est vachement décalée. On nous mettra des exemples parce que j'ai mis un peu sur des slides, mais est-ce que c'est pas trop dur justement de sortir de ce formatage, cette espèce d'inertie qu'on a à créer toujours les jolis mots qui vont bien, et comment on fait pour sortir de la boîte? Comment on fait? Alors déjà, nous, c'est notre baseline, hiring out of the box. Et puis, dès le départ, on s'est dit, comme on n'est pas tout seul, qu'on arrive un peu tard, quelque part sur le marché, il faut qu'on fasse différemment. Et on avait vraiment dans cette culture, et on l'a toujours, l'idée d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui nous fait marrer, nous? Quels sont les newsletters qui nous font marrer? Justement, des trucs décalés. Et puis il y a une rencontre, c'est un pari qu'on a fait très très tôt, c'est de recruter quelqu'un qui allait s'occuper de la communication, alors qu'en général au démarrage on recrute plutôt des consultants. Nous on s'est dit ok, une des clés pour qu'on démarre très vite, c'est ce poste-là. Et donc c'est une rencontre avec aujourd'hui notre chargé de communication qui s'occupe du social media, mais après maintenant de plein d'autres choses, et qui a cet esprit vraiment décalé. Donc au début j'ai dû me faire violence. C'est Jeanne, c'est ça? Non, c'est Jonathan. Non, parce que en fait tout ce qu'on voit, c'est Jonathan en fait. Alors ouais, j'ai préparé quand même pour ceux qui effectivement passent pas leur vie sur le Twitter d'Edgar People. Voilà un extrait. Est-ce que tu peux nous le commenter? Alors, c'est repris de La Vérité si je mens. Donc, bachelière à 14 ans, diplômée de sciences politiques à 20 ans, sortie première de Polytechnique School of London. Je ne suis pas seulement l'étudiante brillante, je ne suis pas seulement une étudiante brillante, je sais plus. Et recruteuse, audacieuse, judicieuse, oui. Ouais, j'arrive pas bien. Travailleuse acharnée. La travailleuse acharnée que vous connaissez tous. Je suis d'abord et surtout une femme de cœur, trop sympa, qui fait la fierté d'Edgar People. Maintenant, vous savez par qui passer pour vos prochains recrutements. Donc voilà, donc c'est Jonathan qui avait des idées. Un jour, m'a dit, mais faut en fait, les newsletters qui marchent, à chaque fois qu'on fait des coms audacieuses, on a un taux d'ouverture vraiment meilleur. Donc pourquoi pas pousser le trait. Vous avez vu le chiffre en bas? Vous n'arrivez pas à lire? C'est dingue. Il y a 16 330 likes et 1125 partages. Non, commentaires. Excuse-moi. Ouais. Donc je lui ai dit, écoute, on est dans le test and learn, donc allons-y. Pour la petite histoire, au début, il m'a dit,
tu veux pas que je mette ça sur ton profil LinkedIn? Moi, franchement, je me sentais pas. Je lui ai dit, écoute, vois avec qui tu veux, mais bon, moi, non, ça me va pas. Et donc, on a commencé comme ça, par des choses. Et il a un truc aussi, c'est qu'il surfe beaucoup sur les hashtags les plus populaires sur Twitter. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a eu la crue Paris. Il a fait un hashtag crue Paris en mettant une vidéo un peu rigolote. Bon, pas drôle parce que c'est quelqu'un qui se cassait la figure, mais n'empêche que ça nous a fait plein de likes. Et à chaque fois, comme ça, il surfe sur ces hashtags. Et il a des idées parfois un peu farfelues, mais donc ça nous a permis d'avoir plus de 60 000 visiteurs uniques en 2 mois. Ça nous a permis, Jeanne maintenant a entre 4 et 10 000 visites, ça oscille selon les semaines, ça dépend des commentaires, donc au début on était plutôt autour de 10 000 visites semaine sur son profil LinkedIn, là ça commence à se tasser, et grâce à ça, j'ai fait une interview dans Le Parisien, j'ai été interviewée pour pas mal d'autres choses, j'étais sur BFM Business aussi. Donc c'est assez incroyable ce qu'on peut obtenir avec un budget, ok, c'est le salaire de quelqu'un, mais en chiffre d'affaires, la com nous a rapporté 20% de business en plus l'année dernière, sur 2016. Et on sait que ça va être encore plus cette année parce qu'on a déjà un pipe qui vient de ces actions de com incroyables. Donc c'est un peu la question, c'est ok, ça fait de la vue, mais est-ce que ça convertit? Est-ce que derrière il y a il y a des décideurs qui remplissent des formulaires, ou en tout cas dans ton style d'inbound? Parce que ça fait des gros trafics, c'est super impressionnant, mais est-ce que derrière ça convertit? Oui, alors en fait, les liens qui sont cachés à chaque fois renvoient sur une page de notre site qui est Je recrute, et donc c'est adressé aux personnes qui veulent recruter quelqu'un. Et parfois, il y a des candidats aussi qui profitent de cette page pour dire ben voilà, coucou, je suis à l'écoute, j'aimerais bien vous rencontrer. Donc oui, on le mesure. Au début, honnêtement, on ne le mesurait pas parce qu'on ne se rendait pas compte. Maintenant, on le suit à la trace. On va voir ta popularité. Combien de personnes connaissaient Edgar People, en avaient entendu parler? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah ouais. Regarde ça, une boîte de 10 personnes. Je vais dire ça à Jonathan. C'est dingue, hein? Ouais. Okay. Avec beaucoup de concurrence, moi c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on est vraiment sur de l'agence de recrutement avec une concurrence. En plus, on attaque des DRH, il y a aussi des directeurs de BU, il y a d'autres personnes que tu attaques, mais c'est wow, quelle concurrence là-dessus. C'est pas un persona qui est facile à adresser. Ok. Koussé, je reviens vers toi. Est-ce que tu nous as expliqué effectivement comment vous avez mis en place, vos ateliers pour pouvoir faire concurrence sur le type de contenu? Est-ce que tu peux nous parler moi j'aime bien qu'on fasse par les échecs déjà avant de parler des succès. Est-ce que tu peux nous parler d'une campagne qui aurait pas marché ou dont tu n'es pas fier? Après on verra, après tu auras une campagne où tu es fier, mais un échec, ce que tu peux appeler un échec chez toi? Oui, il y en a eu. Il y en a une en particulier qui a été assez cuisante. Donc, c'est une campagne sur la qualification de lead. Alors, la qualification de lead, c'est un métier assez basique. Ça veut dire que les clients nous envoient leurs leads, on les appelle pour les qualifier, ensuite on les fait suivre aux commerciaux. Et en fait, une fois que j'ai dit ça, finalement, on a à peu près tout dit sur la qualification de lead. Mais on a été jusqu'au bout de la démarche, donc workshop avec l'équipe en charge de service, frein à motivation, écriture d'articles, adressage d'une base. Et au final, pour avoir des taux d'ouverture de 8 à 11% et un taux de clic en arrondissant à 1%. Donc le message, c'était quoi? C'était faites de là, on met un programme en place, un service de qualification de lead, c'est ça? C'était, on essayait de partir des freins, des motivations sur la qualification de lead, c'est comment optimiser son temps, pour les commerciaux. Donc ça nous paraissait être intéressant, mais quand je lisais les articles qu'on avait produits, au final, j'avais du mal à les lire parce que c'était très très ennuyeux et ça aurait dû m'alerter dès le départ. Mais voilà. Déjà, si toi tu trouvais ça naze, ouais, il y avait peu de chances que ça marche. Exactement. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, sur les campagnes que l'on fait, celles qui ont marché, en gros, il y a finalement 2 choses que je retrouve à chaque fois. Il y a une chose qui est que
En fait, c'est des campagnes où on a également un événement physique, donc on n'est pas que sur du digital, où on mixe les deux. Et la deuxième chose que je retrouve, c'est qu'on a des journalistes qui s'intéressent au sujet. Parce que finalement, si on fait un contenu qui est vraiment intéressant, où il y a quelque chose de nouveau, et où il y a un événement dans le monde réel, bah, finalement, les journalistes s'y intéressent aussi. Et donc, par exemple, la campagne que j'avais faite sur le social listening, donc l'écoute sur les médias sociaux, on a eu 2 très beaux articles, dont un dans e-marketing, sur le côté facilitateur technologique, notre campagne là-dessus. On a eu 15 articles grâce aussi à un événement physique qui était le salon Viva Technologie donc, à Paris. Donc voilà, moi je retrouve ça sur les campagnes qui marchent aujourd'hui chez nous. Donc les campagnes qui marchent, pour toi, c'est vraiment, c'est là où tu vas mixer du digital et du physique. C'est ça, du online et du offline. Tout à fait. Donc en jouant sur le principe un peu de cohérence. Et là, tu vois qu'effectivement, ça fonctionne bien. Et aussi la thématique, je suppose que sur la thématique, tu fais plus attention maintenant quand tu t'ennuies. Quand je m'ennuie, c'est un gros signal d'alerte. Exactement. Et en fait, bon, évidemment, l'outil de marketing automation qu'on utilise nous permet de suivre, que ce soit online ou offline, d'avoir vraiment une vue unifiée sur les centres d'intérêt et donc sur qu'est-ce qui se passe sur chaque lead. Et un bon critère aussi, souvent, c'est en interne. Est-ce que ce que je fais, par exemple, c'est... Les gens en interne avec moi, ils apprennent quelque chose. Ou est-ce que ça les fait réagir? Est-ce qu'ils disent la campagne, elle est cool? Voilà. Si déjà en interne, tout le monde dit putain, énième truc, bah en fait, ça va pas louper. Les taux de conversion en général sont super mauvais. Alors je rebondis là-dessus parce que je pense qu'on va aller plus loin dans ce qu'on fait sur les contenus. Dès ce mois-ci, on met en place un outil d'amplification sociale. Donc en fait, on a nos salariés vont pouvoir partager plus facilement les contenus qu'on produit. Et donc les partager sur les réseaux sociaux. Et tu veux dire que tu vas partager à leur place? Non, eux, ils vont pouvoir partager facilement. Et je pense que très vite, on va se rendre compte que justement, les contenus qui n'ont pas... Enfin, ça va nous inciter même, je pense, à faire écrire des contenus par les salariés parce que plus c'est vrai, plus c'est authentique, plus c'est partagé. Et donc, ça va forcer le mouvement de transformation en interne. Faire écrire par la salariée, donc accepter qu'ils fassent des fautes, que ce soit pas bien foutu, maladroit parfois. En tout cas, ça va sortir de la charte rédactionnelle, c'est sûr. Très bien, super. Stéphanie, de ton côté, est-ce que tu as une campagne qui n'a pas marché? Alors, je dirais que une des choses, un des constats qu'on a fait rapidement, c'est effectivement le contenu. Il faut des gens pour l'écrire, donc c'est compliqué. On avait passé énormément de temps sur un livre blanc. Qui finalement n'a pas marché. Donc je pense que c'était pas le contenu, c'est peut-être que les gens ont assez de devoir laisser leur adresse email pour pouvoir accéder à un contenu. Et une autre, donc on est audacieux, on fait des paris. Moi j'ai pris le parti de dire à Jonathan, vas-y, je regarde pas. Et ça n'a pas marché dans le sens où j'ai eu des sueurs froides parce qu'on a fait une newsletter qu'on appelait The Choice parce que c'était le choix de candidats, on présentait des candidats pour reprendre une émission célèbre. En plus, c'était un de nos clients, donc j'ai eu des appels qui étaient justifiés. Et je me suis dit, oh là là, l'audace a ses limites parce que là, vraiment, c'est hyper risqué. Donc, les clients ont mal réagi. Ils t'ont dit quoi exactement? Parce qu'il y a des droits. On avait repris des photos qu'on avait un peu changées. On avait changé The Voice par The Choice, mais il y a des droits et c'est vrai. Et bon, après... Voilà, donc maintenant je sais. Je dis à Jonathan, tu prends, mais tu vérifies tous les droits. Pour les photos, pour les vidéos, pour tout. Donc il faut être hyper vigilant quand même. Est-ce que tu penses que quand vous serez 50, vous arriverez? C'est une des difficultés aussi, les boîtes grossissent. On est plus de personnes à faire du marketing, on se formate aussi, et puis on a besoin de défendre son message qui peut être mal perçu par ses associés ou par etc. Est-ce qu'on peut garder comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand on est 50, quand on est 100, quand on est 200 pour garder cette audace de challenger et faire des contenus qui sont suffisamment provocants? Alors déjà, je pense qu'on a pas mal évolué en presque 3 ans. Donc j'imagine quand on sera 50, on aura encore évolué. Nous, le maître mot, c'est l'accroche. Donc il faut que l'objet de toutes nos campagnes nous fasse marrer. En tout cas, si à main levée, la majorité se marre, on se dit OK. Alors on ne se marre pas tous pour les mêmes raisons, mais on se marre. Et après, on sait qu'on va plaire ou pas. Dans les commentaires qu'a eu Jeanne, il y a eu des commentaires. Au début, elle était en panique parce qu'il y a des gens qui réagissaient très très violemment en disant mais pour qui tu te prends,
Et bon, c'est un peu déstabilisant. Donc, en fait, il faut accepter que ce soit qu'une image. Et puis voilà, à partir du moment où ça fait du buzz, nous on se dit bon, ça fait du buzz. Parfois il est un peu raté, mais la plupart du temps ça se passe bien. Derrière, chez Edgar People, tu as des commerciaux, des gens qui font vraiment du commerce, ou c'est des consultants, mais ils font du commerce. Est-ce que ce décalage que vous arrivez à avoir au niveau exposition de la marque, marketing et génération d'intérêt, est-ce que les commerciaux peuvent l'appliquer ou parce que eux, leur problématique, ils ont aussi une problématique de rester rester dans l'état d'esprit des acheteurs, etc., ou de les convaincre dans le cycle de vente. Est-ce qu'il y a des méthodes que tu arrives à passer justement du marketing vers le parti commercial? Oui, en tout cas, quand je disais ça fait partie de notre ADN, ça montre aussi un franc-parler, une audace dans le discours. Donc avec nos clients, on leur parle de ça. Ils aiment beaucoup en général, et aussi bien, d'ailleurs peut-être même plus des PME et des grands comptes que des startups. Parce que je pense que voilà, ça fait un peu défriser. Et je perds le fil. Et les candidats aussi, surtout. Quand je parlais tout à l'heure d'adresser des gens qui sont sursollicités et de les engager, nous, on arrive à capter une population comme ça. Donc les consultants, donc, lors des rendez-vous avec les prospects, ont un discours très franc, pas familier, mais en tout cas voilà, très facile. Et pareil avec les candidats. Okay. Une dernière question que je voulais vous poser, c'est justement pour des gens qui attaquent les mêmes personas que vous. Alors il y en a plein, Koussé, je sais, mais ou Stéphanie, les DRH. Quel conseil vous donneriez aux gens qui attaquent les mêmes types de personas que vous? À quel point, quelles sont les limites de tout ça? À part, bon, faut utiliser du libre de droit, hein, mais à part ça, quelles sont les limites de la provocation qu'on puisse faire? Quel conseil vous le donneriez? Voilà, si demain vous avez une copine qui dit bah moi aussi je veux attaquer les DRH par exemple. Moi je pense qu'il faut cibler. Au départ, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé certains sujets, jusqu'où on pouvait aller dans l'audace auprès d'une petite audience. Et on a vu que ça marchait, comme je disais tout à l'heure, plutôt bien. Donc on a forcé le trait. Les limites que je mets, c'est... Alors moi, il y a des sujets en tout cas que je veux pas parler politique. Il y a des sujets de discrimination, c'est pareil. Quelques sujets qui sont forts, mais après c'est chacun ses valeurs, hein, pour moi sont rédhibitoires. Pour le reste, on y va. C'est intéressant parce que le DRH, c'est quand même pas le plus fun de tous les personnages, hein, entre nous. Koussé, est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à des gens qui attaqueraient Moi, de mon côté, je dirais qu'empiriquement, ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas hésiter à sortir de sa charte rédactionnelle, faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, surtout si on est dans de grandes organisations, et que en fait, voilà, l'uniformité, c'est ennuyeux, donc faut sortir de ça. Tu me fais une transition géniale. Stéphanie, je dirais un dernier truc, c'est que moi, je pars du principe qu'il faut que... Enfin, j'imagine que tout le monde est pareil, mais si moi, j'ai envie de le lire, je pense que beaucoup de gens ont envie de le lire. Et moi, je suis encore un peu sérieuse. Donc, l'idée, c'est ça. On s'adresse à un public. On en a tous ras-le-bol d'avoir des trucs quand même assez ennuyeux ou tristes, où on a juste envie de se tirer une balle dans le pied. Donc, sortons un peu de tout ça. Et on a de plus grandes chances de plaire à pas mal de monde. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était vraiment très intéressant.